Bonjour chers collègues. Les 27 et 31 mars dernier, le doyen Rusneski organisait une séance de présentation des programmes des candidats et candidates à la présidence d'Université Paris-Cité. En fonction de votre emploi du temps, vous n'avez pas forcément pu être disponible pour assister à ces présentations. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je me permets de vous présenter un rattrapage de cette séance qui sera l'occasion d'introduire les grands axes des programmes portés par les listes ensemble pour un nouvel élan. Je commencerai par présenter l'équipe qui porte ce programme. Moi-même, Édouard Kamaski, je suis géophysicien, spécialiste de dynamique des fluides. Je mène mes recherches à l'Institut de physique du globe de Paris et je mène des enseignements à l'UFR des sciences du vivant en CAPES de sciences de la vie et de la Terre. Mon engagement à l'université a commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, tout d'abord comme directeur adjoint de l'IPGP en charge des formations, et puis comme directeur de composante de l'UFR des sciences de la Terre à l'université Aix-Paris-Diderot. À mes côtés sont présents 3 candidats et candidates aux fonctions de doyen et doyenne de faculté, et je précise de ce moment pour expliquer que nous sommes la seule liste qui est présente à la fois sur le conseil d'administration et sur les 3 facultés, ce qui donne une image de notre capacité de rassemblement et de cohésion de notre programme. Tout d'abord, Ladan Niayesh, elle est professeure d'études anglophones, spécialiste de Shakespeare, et elle mène nos listes pour la faculté Société et Humanité. Ensuite, Alain Zider, professeur de génétique à l'Institut Jacques Monod, il est candidat au poste de doyen pour la faculté des sciences. Enfin, Mathieu Reichrigon, que vous connaissez, PUPH à Saint-Louis, qui mène les listes pour la faculté de santé. Au sein de l'équipe qui a monté ce programme se trouvent 3 personnes prépositionnées pour les vice-présidences statutaires. Tout d'abord, Anne-Paul Roqueplot, PUPH à l'hôpital Georges Pompidou, directrice d'une équipe de recherche sur les cancers rares au Parc et par ailleurs directrice de la Fédération de génétique Paris-Centre. Anne-Paul est positionnée sur les fonctions de vice-présidente recherche. Xavier Sens, directeur de l'IUT Paris-Rive-de-Seine, enseignant-chercheur en art et en infocommunication, se positionne sur les fonctions de vice-président du conseil d'administration, en charge notamment du dialogue social au sein de l'établissement et plus largement de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de notre université. Enfin, Marie-Agnès Sari, professeure à l'UFR biomédicale, qui sera positionnée sur les fonctions de vice-présidente pour la formation. Se rajoutent à ces 3 vice-présidences statutaires 2 vice-présidences que nous souhaitons stratégiques. La première, pour l'international, est portée par Antoine Kouchner, directeur de l'UMR Astroparticules et Cosmologie. Enfin, Damien Vitiello, maître de conférence à l'UFR STAPS, spécialiste notamment des problématiques sport-santé, portera la vice-présidence stratégique Expérience étudiante. Voici les candidats et les candidates qui sont soumis à vos suffrages pour le conseil d'administration. 5 collègues de rang A, 5 collègues de rang B. La faculté de santé est présente pour ces 3 UFR, médecine, odontologie et pharmacie. Et c'est France Mentré, notre collègue, qui représente l'UFR de médecine. Les listes en faculté de santé, donc à la fois le conseil de faculté, la commission recherche de la faculté et la commission formation, représentent l'ensemble de vos unités de recherche et de vos UFR avec l'ensemble des professions de santé. J'insiste notamment sur la présence de Michel Vidal, pour le poste de vice-doyen recherche et Alain Cariou pour le poste de vice-doyen formation qui accompagneront Mathieu Reichrigon ainsi que Florence Leclerc et Morgane Lebras qui sont également membres de l'équipe politique envisagée. La vision que nous portons avec cette équipe pour notre université est tout d'abord celle d'une ambition d'une université de rang mondial, rayonnante et attractive pour la qualité de ses formations, pour la qualité de sa recherche. Nous avons la chance de disposer d'une initiative d'excellence, une IDEX, que nous avons validée récemment et qui nous permet de financer des stratégies en recherche, en formation et la transformation de notre établissement et de porter ainsi une ambition de haut niveau. Si nous avons un projet ambitieux, nous ne sommes pas pour autant sourds aux difficultés de terrain qui ont été révélées, parfois amplifiées par la fusion et bien sûr la crise Covid. Pour résoudre ces difficultés du quotidien, pour gagner en lisibilité des processus, en efficacité des prises de décision, en efficacité de l'opérationnalité, nous proposons de nous appuyer sur des facultés pleinement armées au niveau RH et au niveau financier pour répondre en proximité et en efficacité une fois de plus aux demandes des composantes et des laboratoires.
L'équipe qui porte ce projet est une équipe équilibrée qui associe à la fois des personnes nouvelles, les visages que je vous ai montrés pour nombreux d'entre eux n'étaient pas présents dans la liste actuelle de la présidence, et d'autres collègues qui, par exemple, Mathieu Réchrigon en tant que vice-doyen auprès de Xavier Jeunemaître ou moi-même en tant que VP Recherche, apportent une expertise, une connaissance des dossiers et de leur complexité qui sont gages aussi de réussite. Ce que nous proposons également, c'est un changement de mode de gouvernance avec une gouvernance que nous souhaitons plus lisible, plus efficace et plus à votre écoute. Le programme que nous portons est décliné en 5 axes qui font écho aux 5 vice-présidences que je présentais tout à l'heure, sur lesquels je vais revenir rapidement. Pour ne pas perdre trop de temps, je vous invite, si vous le souhaitez, à flasher le QR code ici présenté qui vous permettra de vous rendre sur le site internet où vous avez toutes les informations. Tout d'abord, la recherche. Notre but est de nous positionner comme opérateur de recherche de plein exercice, c'est-à-dire être à la fois un établissement qui fait des choix pour sa stratégie de recherche, sa stratégie de long terme, et qui peut financer cette stratégie grâce à l'IDEX, que ce soit pour le développement des plateformes ou le développement de projets de chercheurs. Mais par ailleurs, nous souhaitons être également un opérateur de recherche de proximité qui est capable de vous accompagner, d'accompagner les laboratoires depuis la préparation des projets de recherche jusqu'à leur mise en œuvre, par l'installation des fonds, par la mise en place des recrutements. Une fois de plus, c'est grâce aux facultés et à l'échelon de proximité qu'elles représentent que nous vous permettrons d'avoir accès à un service efficace sur un temps rapide. Je reviens ici sur quelques-uns des 7 objectifs et des 27 actions qui structurent notre programme. Premier exemple, nous souhaitons soutenir des réseaux métiers associés aux plateformes technologiques. Nous l'avons fait pour les animaleries, nous le ferons demain pour les imageries. Et nous voulons également continuer à soutenir les cohortes qui jouent un rôle très important pour le développement de la recherche en santé. Nous souhaitons proposer une nouvelle offre de services pour la valorisation. Aujourd'hui, il est trop compliqué, lorsqu'on a un projet de prématuration, un projet de brevet, voire un projet de start-up, de trouver le bon interlocuteur, soit à l'INSERM, soit au CNRS, soit à l'université. Nous venons de recevoir une sélection pour notre pôle universitaire d'innovation, qui est un projet coporté par l'université, l'INSERM et le CNRS, qui permet de créer un guichet unique autour de l'université qui accueillera tous les projets, tous les chercheurs et les enseignants-chercheurs. Les projets seront qualifiés par l'ensemble des partenaires et le projet sera orienté vers l'opérateur le mieux à même de lui apporter un service efficace, soit l'université, soit le CNRS, soit l'INSERM, INSERM Transfert plus particulièrement. Nous voulons continuer à accompagner les chercheurs au niveau de leurs projets individuels avec l'appel Émergence Recherche, qui grâce à l'IDEX a financé d'ores et déjà plus de 200 projets à l'échelle de vos laboratoires. Et nous voulons également accompagner nos communautés dans leurs projets structurants. Nous avons créé, sous l'impulsion de la faculté de santé, des instituts hors les murs. Demain, nous souhaitons que ces instituts hors les murs, s'ils sont dynamiques, s'ils ont beaucoup de succès, puissent être transformés en des objets de type LABEX, qui permet des financements importants sur une durée de 5 à 10 ans, pour permettre aux communautés de se projeter sur le long terme. Et une fois de plus, c'est l'IDEX qui nous permettra de financer ces nouveaux laboratoires d'excellence. Enfin, nous travaillons chaque semaine avec le CNRS et avec l'INSERM pour développer des synergies, améliorer la gestion des laboratoires, et nous continuerons dans cette direction grâce au comité recherche que nous avons mis en place au niveau de l'université et qui associe INSERM et CNRS. Pour la formation, nous voulons tout d'abord former des étudiants et des étudiantes avec des compétences et des connaissances disciplinaires de plus haut point, de plus haut niveau, et c'est grâce à notre activité de recherche que nous pouvons nourrir des formations de qualité. Mais nous voulons également doter nos étudiants de compétences transverses qui leur permettront demain d'avoir une meilleure insertion professionnelle et plus globalement d'être des citoyens et des citoyennes éclairés face aux grandes transitions qui aujourd'hui intéressent la société, que ce soit la transition écologique ou des crises comme la crise de la démocratie. Et nous avons la chance d'être une université interdisciplinaire qui permet d'avoir une vision panoptique des sujets. Par exemple, le sujet de la santé globale peut être traité, certes au niveau de la santé, mais avec l'appui des connaissances en sciences et l'appui du regard des sociétés et humanités. Cette ambition, qui est déclinée en 7 objectifs et en 24 actions, je vais en donner 3 exemples. Nous souhaitons par exemple développer les outils numériques, ne serait-ce que par exemple pour le suivi des stages d'externat, qui aujourd'hui est trop complexe.
Nous souhaitons soutenir l'offre de formation continue. Nous avons répondu à un appel à projet national qui, si nous sommes sélectionnés, apportera une quinzaine de postes frais pour mieux accompagner les composantes dans l'offre de formation continue. En premier lieu, bien sûr, l'UFR de médecine, parce que d'une part, la formation continue est une nécessité pour la société. Les universités doivent être capables d'accompagner l'évolution des métiers. Et par ailleurs, c'est aussi une façon de développer les ressources propres et de donner plus de moyens à nos composantes. Enfin, nous continuerons à encourager l'innovation pédagogique, là encore grâce à l'IDEX. Par exemple, tous les efforts sur la simulation seront maintenus ou amplifiés. En complément de l'axe formation, nous proposons un axe autour de l'expérience étudiante qui vise à apporter à nos étudiants une expérience riche au sein de nos campus avec des activités physiques, des activités associatives, bref, que nos étudiants développent un sentiment d'appartenance plus global à notre université. Pour cela, nous allons par exemple soutenir et valoriser l'engagement étudiant. Nous avons des étudiants qui sont très impliqués dans le tutorat, c'est très important pour nos formations et nous devons les mettre davantage en valeur. Nous avons également des liens avec la mairie de Paris qui souhaite développer des hackathons avec nos étudiants. Nous devons répondre à cette demande, mettre en valeur les compétences de nos étudiants. Nous devons être particulièrement attentifs au bien-être mental et physique des étudiants, développer les activités sportives sur l'ensemble de nos campus, même quand ils sont un peu périphériques. Et nous devons également être davantage armés pour détecter le mal-être des étudiants, leur apporter une première réponse de proximité et, le cas échéant, les accompagner dans l'évolution de leur cursus qui serait induite par des difficultés de santé. Nous souhaitons également multiplier les tiers-lieux au sein de nos campus pour que les étudiants aient des lieux pour se reposer, pour réfléchir à d'autres sujets que simplement leur formation, pour travailler avec plus d'indépendance. Et nous ferons par exemple des tiers-lieux de type l'espace Phi en pharmacie qui a été développé récemment pour l'entrepreneuriat étudiant. Quatrième axe, l'international. Nous voulons être une université dont la voix porte à l'international et nous pensons pour cela qu'il faut miser pleinement sur le levier de Circle U, notre alliance européenne. En effet, demain, c'est en Europe que se prendront les grandes décisions pour l'enseignement supérieur et la recherche. C'est via l'Europe qu'arrivera une grosse partie de nos financements. Il faut donc avoir une stratégie d'influence au niveau de l'Europe. Vous savez par exemple que le Parlement européen est en train de voter des décisions qui pourraient largement diminuer, voire supprimer l'expérimentation animale, ce qui serait catastrophique. Nos universités auront une voix qui porte quand elles seront dans Circle U. Pourquoi ? Parce que Circle U est labellisé par la Commission européenne et a une voie d'accès direct au niveau de la Commission européenne. Par ailleurs, Circle U aujourd'hui est un projet Erasmus qui permet la mobilité étudiante. Demain, nous voulons amplifier Circle U pour qu'il y ait davantage de projets de recherche partagés. Notamment, la santé globale a été identifiée comme une thématique qui intéresse l'ensemble des universités de Circle U. Et par ailleurs, une originalité de Circle U est de permettre la mobilité des personnels administratifs et de soutien à la recherche, ce qui est très intéressant car ça permet de les familiariser avec des pratiques différentes de leur métier et de valoriser par ailleurs leur expertise professionnelle vis-à-vis d'interlocuteurs à l'étranger. Nous souhaitons également améliorer les conditions d'accueil des étudiants et des chercheurs étrangers. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter d'avoir des collègues qui n'ont pas de visa, d'avoir des étudiants qui n'arrivent pas à trouver leur logement, des collègues qui n'arrivent pas à ouvrir leur premier compte en banque. Donc nous voulons un dispositif dédié avec des collègues qui parlent anglais et qui sont capables de préparer en amont l'obtention des visas et qui, lorsque les collègues ou les étudiants arrivent, les accompagnent pour décrocher leur premier logement ou pour ouvrir leur compte en banque. Par ailleurs, nous souhaitons développer de nouveaux partenariats stratégiques avec deux exemples importants aujourd'hui. L'Afrique, donc la Commission européenne investit fortement en Afrique aujourd'hui, mais principalement via l'Afrique du Sud et les réseaux anglophones. Or, nous disposons de réseaux très importants en Afrique francophone et nous souhaitons activer ces réseaux pour qu'ils bénéficient de financements dédiés à la recherche, pour faire de la recherche en Afrique avec les Africains, pour rétablir cet équilibre entre la sphère anglophone et la sphère francophone. Le Canada, deuxième piste. Aujourd'hui, nous avons 3 universités qui nous contactent. L'Université de Toronto, l'Université d'Ottawa, l'Université de Montréal, qui souhaitent développer des partenariats stratégiques. Et la question qui nous est posée, la question que nous trancherons en lien avec les composantes et les laboratoires, est de savoir si parmi ces 3 universités
une d'entre elles intéresse toute l'université et peut devenir un partenaire stratégique global, ou si au contraire, c'est peut-être l'université de Toronto qui intéressera la santé, l'université d'Ottawa qui intéressera les sciences et l'université de Montréal qui intéressera société et humanité. Et dans ce cas-là, ce seront 3 partenariats facultaires parce que notre modèle Université Paris-Cité permet d'avoir des partenariats stratégiques centraux et des partenariats stratégiques au niveau des facultés. Dernier axe, et cet axe est un axe socle, c'est un aspect très important de notre programme, c'est de développer la culture de la responsabilité et de l'engagement. Responsabilité et engagement vis-à-vis de l'extérieur. Je citais tout à l'heure les grandes crises que traversent nos sociétés, crise démocratique, crise écologique. Nous pensons que l'université doit être le creuset dans lequel on peut développer des solutions originales et optimales pour répondre à ces défis de la société et ensuite les diffuser vers la société. Mais la responsabilité et l'engagement, c'est aussi vis-à-vis de nos communautés étudiantes, chercheurs accueillis dans nos murs et plus fondamentalement nos personnels. Nous devons développer une approche de service qui arrive à rompre avec la logique administrative verticale et qui développe ce qu'on appelle les parcours usagers dans lesquels on s'intéresse aux besoins de l'usager, aux besoins du personnel et non pas simplement à la structure administrative qui doit s'adapter aux attentes des individus. Je signalerai ici 3 exemples pour cette culture de l'engagement et de la responsabilité. Le sujet de l'attractivité. Pour améliorer les conditions de travail, nous avons besoin de services administratifs qui sont bien renforcés au niveau ressources humaines. Pour cela, il faut donc être capable de recruter. Or, aujourd'hui, nous avons des difficultés de recrutement qui sont liées d'une part à la politique indemnitaire. Notre politique indemnitaire aujourd'hui ne rend pas bien compte des complexités des métiers au niveau des composantes, au niveau des laboratoires. Nous voulons donc améliorer la cartographie des métiers pour rendre davantage compte des responsabilités, de la diversité des métiers, de la diversité des tailles aussi, parce que quand on est en scolarité à l'UFR de médecine avec de très grosses cohortes d'étudiants, on n'a pas les mêmes responsabilités que dans une petite UFR avec des petits groupes d'étudiants. Et il est important que nous ayons, grâce à cette cartographie, un moyen de prévoir des primes adaptées à la réalité des fonctions. Nous voulons également ouvrir plus largement l'accès au CDI. Nous sommes trop victimes aujourd'hui du turnover des CDD qui, par ailleurs, crée de la précarité au niveau de nos personnels. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que lorsqu'un laboratoire ou une composante est capable de générer sur le long terme des ressources propres, eh bien, nous souhaitons que ces ressources propres, au lieu de financer des CDD, puissent financer des CDI. L'université doit être capable de prendre ce risque-là, de créer des CDD, y compris sur ressources propres. Nous souhaitons également enrichir et accompagner les parcours professionnels. Nous souhaitons que lorsqu'un agent fait un peu le tour de sa mission au sein d'un service donné, il lui soit donné la possibilité, plutôt que de quitter l'université, de bouger vers un autre service, par exemple, évoluer depuis la formation initiale vers la formation continue, depuis une faculté vers une composante, d'une composante vers un laboratoire. Pour cela, nous développerons une réelle bourse à l'emploi au niveau de l'université. Enfin, 4e point, nous souhaitons reconnaître l'investissement des hospitalo-universitaires dans les activités de recherche, dans les activités pédagogiques. Et je précise ici que depuis le début de l'Université Paris-Cité, notre liste est la seule qui est systématiquement votée en faveur des primes d'investissement pédagogique, des primes d'investissement de recherche pour la recherche fondamentale comme pour la recherche partenariale. C'est un gage aussi de notre engagement pour l'attractivité de ces métiers HU. Nous voulons renforcer les facultés pour les doter des moyens RH et financiers qui leur permettront de tenir toutes les missions qui leur sont attribuées par les statuts. Donc c'est ce qu'on appelle la phase 3 de la déconcentration. Nous pensons aujourd'hui que des directions centrales très éloignées du terrain ne sont plus adaptées. Nous voulons faire redescendre en faculté des plateformes de gestion RH et finances pour répondre, là encore, aux attentes des laboratoires et des composantes, et nous voulons prendre en compte les caractéristiques des composantes. Par exemple, si une composante comme l'UFR de médecine est suffisamment importante en taille et suffisamment riche en compétences pour gérer une plateforme de gestion des personnels, par exemple les hospitalo-universitaires, nous sommes tout à fait prêts à localiser cette plateforme de gestion au niveau de l'UFR. Nous voulons également faire évoluer la mission égalité, qui aujourd'hui est une mission très légère au niveau de l'université. Nous voulons transformer cette mission égalité en une direction de plein exercice qui sera rattachée à la présidence, qui sera renforcée au niveau humain et qui pourra
rendre davantage de services pour améliorer notamment les carrières des collègues femmes et contribuer à l'égalité femmes-hommes dans notre université et plus globalement lutter contre les inégalités et autres discriminations. À ce stade, avant de terminer cette présentation, je voudrais revenir sur quelques éléments chiffrés parce qu'il y a eu dans cette campagne de nombreuses fausses informations, voire des points de vue caricaturaux ou un peu mensongers. Et je voudrais en quelques diapositives revenir un petit peu sur les faits. Le premier point concerne les classements internationaux. Notre université est effectivement seulement 4e en France au niveau du classement de Shanghai et 78e mondial. Pourquoi notre grande université de recherche est-elle si mal classée? Eh bien parce que dans Shanghai, les publications co-signées avec la PHP ne sont pas prises en compte. Et de façon évidente, par rapport au poids scientifique que porte le secteur santé dans notre université, cela diminue fortement l'impact de nos publications. Comment s'en convaincre? Il suffit de regarder un autre classement qui est celui de Leiden, qui est un classement qui prend cette fois l'ensemble des publications et qui permet par exemple, pour les 10% des publications les plus citées, de classer notre université comme la première en France et la 32e au niveau mondial. Comme il y a eu un peu de débat, je me permets de vous remettre ici une publication de la presse spécialisée qui est donc tout à fait objective. Je précise que Leiden peut être interrogé de deux façons, soit directement le nombre de publications, soit ce qu'on appelle le compte fractionné, qui divise le poids des publications par le nombre d'organismes copubliants. C'est-à-dire pour nous, par exemple, pour la santé, vous allez diviser la publication d'une UMR par 2 s'il y a l'INSERM, par 3 s'il y a la PHP. Eh bien, si vous faites ce type de compte fractionné, vous retombez sur le même effet de bord de Shanghai et vous diminuez automatiquement le classement de l'université. Mais cela n'a aucun sens. Je ne vois pas pourquoi on s'amuserait à diviser le poids de nos publications co-signées avec l'INSERM et la PHP, si ce n'est pour donner une image plus noire de la réalité que ce qu'elle est. Deuxième point, la situation budgétaire. Vous avez sûrement entendu parler d'un chiffre de moins 33 millions d'euros qui indiquerait un déficit abyssal pour notre établissement. Donc je précise d'ores et déjà que ces 33 millions d'euros sont un chiffre qui est lié à la trésorerie. En effet, pendant la période Covid, notre établissement n'était pas capable de dépenser, de faire des commandes parce que tout s'était arrêté. À cette époque-là, la trésorerie a augmenté de 33 millions d'euros. Depuis que la crise Covid est derrière nous, le fonctionnement de l'établissement est revenu à la normale et donc nous avons pu dépenser l'argent qui était prévu les années précédentes et nous avons fait diminuer la trésorerie de 33 millions d'euros, mais nous sommes revenus à l'état initial. En ce qui concerne cette fois le budget réel, nous avons en 2022 un compte financier qui est effectivement déficitaire de 5,7 millions d'euros, ce qui n'est pas un bon chiffre. Pour autant, ce déficit est lié à une ponction de l'État de 7 millions d'euros pour l'augmentation du point d'indice qui n'a pas été compensé dans les universités et dans les organismes, alors que ça a été fait dans tous les autres services de l'État. S'il n'y avait pas eu cette décision arbitraire de l'État prise en cours d'année, nous aurions eu un budget légèrement bénéficiaire de 1 million d'euros. En 2023, les choses sont beaucoup plus compliquées, c'est vrai, et nous annonçons un déficit de 10 millions d'euros. Pourquoi ce déficit annoncé? Parce que l'année prochaine, nous allons devoir faire face à l'augmentation de l'inflation, des prix liés à l'inflation pour 2,5 millions d'euros, le glissement vieillesse-technicité d'un peu plus de 3,5 millions d'euros et une estimation du coût de l'énergie d'un peu plus de 10 millions d'euros. Notre université considère qu'elle ne doit pas seule faire face à l'ensemble de ces dépenses. Nous avons une décision du conseil d'administration qui accepte de prendre en charge le coût de l'inflation, le coût du glissement vieillesse-technicité, mais qui souhaite que l'État nous aide pour les 10 millions d'euros du coût de l'énergie, d'où l'affichage de ce déficit. Si ce déficit s'explique comme un geste politique, il n'en est pas pour autant satisfaisant et nous devons prévoir une trajectoire de retour à l'équilibre. Voilà quelques éléments qui sont proposés dans notre projet. Je le disais tout à l'heure, rapidement, nous avons répondu à un appel orienté vers la formation continue et également les projets de recherche européens qui va nous permettre de recruter une trentaine de personnes pour être plus efficaces pour la gestion de nos contrats et nous espérons comme ça augmenter nos ressources propres de 7 millions d'euros par an. Nous augmentons également notre activité dans le transfert technologique grâce au pôle universitaire de technologie avec une estimation d'une augmentation de 3 millions d'euros par an. Et puis également, il y aura l'augmentation de nos succès à l'ANR grâce justement à la montée en puissance des pôles de recherche dans les facultés qui, nous l'espérons, générera au moins 1 million d'euros en plus
ce qui devrait nous permettre non seulement de revenir à l'équilibre, mais de trouver de nouvelles marges de main-d'œuvre. Enfin, je reviens sur l'IDEX. Notre IDEX n'est pas le plus mauvais IDEX de France. Nous sommes tout à fait au niveau de Sorbonne Université ou de l'université Paris-Saclay à quelques centaines de milliers d'euros près. C'est vrai que notre IDEX au départ était inférieur parce que nous sortions de l'échec de Sorbonne Paris-Cité et qu'il a fallu créer un nouveau projet, convaincre un nouveau jury. Et c'est après l'évaluation du jury, grâce aux bonnes notes que nous avons eues, grâce également à l'arrivée de l'Institut Pasteur dans notre consortium, que nous avons récemment obtenu une augmentation de l'IDEX qui le monte à 28,1 millions d'euros. Je rappelle par ailleurs que grâce à cet IDEX, nous avons aussi pu répondre à des appels réservés aux grandes universités de recherche, pour les graduate schools, pour l'appui à notre trajectoire et plus récemment avec un projet Excellence pour la signature de notre site, c'est-à-dire une université de recherche intensive au service de la société. Ça fait quand même plus de 70 millions d'euros qui ont été ainsi obtenus. J'ai cité le pôle universitaire d'innovation qui a également été sélectionné et nous attendons d'autres nouvelles positives, on l'espère, sur d'autres appels. Je précise que nous ne parlons pas des contrats objectifs, moyens et performance. L'université ne s'est pas lancée dans la construction d'un contrat avec l'État. Pourquoi ? Parce que nous sommes en pleine élection et que l'équipe actuelle n'était pas légitime pour se lancer dans une négociation avec l'État qui aurait engagé l'établissement sur un quinquennal. Il faut que ce soit la nouvelle équipe qui s'engage dans cette négociation avec l'État. Voilà pour cette présentation. J'espère donc vous avoir convaincu que nous portons avec nos équipes une ambition renouvelée pour une université forte dont nous sommes fiers, que nous vous proposons une vision stabilisée et assumée de la gouvernance avec un échelon présidentiel et un conseil d'administration qui gère les projets de long terme, la vision pluriannuelle de l'établissement, les grands investissements nécessaires pour l'avenir. Nous avons des UFR et des laboratoires qui restent au cœur du village parce que c'est dans ces composantes et ces laboratoires que vous menez votre quotidien de la recherche et de la formation. Mais entre ces deux niveaux, il y a un échelon indispensable qui est l'échelon de la faculté, qui est à la fois le relais de la stratégie du central vers les composantes, qui est le porte-parole des composantes face à la présidence pour les grands arbitrages, et qui, en complément, est le guichet de proximité qui, demain, grâce à des moyens RH et financiers augmentés, pourra répondre davantage à vos demandes au niveau des composantes et des laboratoires. Enfin, la méthode de travail que nous vous proposons est une méthode basée sur le sérieux. Il n'y a pas de démagogie, il n'y a pas de promesses en l'air dans notre programme. Nous connaissons les dossiers, nous savons avancer dans le dialogue et dans l'écoute, tous ensemble. Nous vous proposons une équipe soudée, cohérente, une fois de plus, à l'échelle des facultés comme à l'échelle du central, ce qui est un gage de future réussite. Et nous aurons à cœur d'être très connectés également avec l'administration. Nous pensons que la sphère académique et la sphère administrative doivent travailler ensemble dans la même direction pour que l'université progresse. Enfin, à titre plus personnel, je ne suis pas le dauphin de Christine Clérici, je suis un homme libre, riche de sa sincérité, riche de son engagement. Et ce que je propose, c'est certes une présidence institutionnelle avec une voix qui porte, parce que c'est ce que l'on attend dans une grande université comme Université Paris-Cité, mais par ailleurs, je ne porterai pas une présidence enfermée dans sa tour d'ivoire. Je serai toujours à votre écoute et à vos côtés, parce que je sais que ce qui fait le sel de cette université, ce sont les femmes et les hommes qui la font vivre au quotidien. Je vous remercie et je vous invite à voter du 18 au 20 avril.